Hello, hello, bienvenue dans l'As des As podcast. Salut Yannick. Salut Norman, comment tu vas? Mais ça va bien et toi? Ça va, la forme. On a un peu galéré là pour l'installation, mais je suis vraiment super, super content. Parce que là, aujourd'hui, on a plusieurs sujets. Donc, bienvenue à vous qui écoutez notre podcast. Donc voilà, le concept c'est l'As des As. Nous sommes des As, vous êtes des As. Et l'As pour la semaine. Donc voilà, je vais me présenter. Moi, je suis Yannick Lasman, je suis coach expert en résilience. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est comment est-ce que l'adversité nous rend plus forts? Comment est-ce que tu te relèves après toutes les galères que tu vis? Et c'est comme ça que j'aide les gens. Donc voilà, maintenant je laisse Norman se présenter. Toi, qui es-tu? Que fais-tu? Norman, 34 ans. Je suis dans la vente. Je fournis les vêtements de travail dans les entreprises de manière générale. Mais classique, un boulot de vendeur, de représentation. Mais t'as un petit truc sur le teco quand même, t'as un truc sur le côté. On prépare des choses doucement. On commence à... Maintenant que l'expérience est là avec le boulot depuis 3 ans, continuer à fournir des clients, on se dit, ben, je pourrais moi-même proposer un service ou créer une marque de vêtements. J'ai les bons distributeurs, fabricants, les bons imprimeurs, donc on va penser tout doucement à faire des choses. Ouais. Et pourquoi pas aider des entrepreneurs à... C'est vrai que j'ai une vision du business plan assez claire sur comment mettre en place une chaîne d'approvisionnement pour du textile. Donc, idéalement, à terme, mettre cette expérience sur la table pour des gens qui ont déjà une vue claire d'un projet. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Nice, nice, nice. Et donc, le concept en fait du podcast d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que justement on devient meilleur avec l'adversité, comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur de toutes nos expériences pour pouvoir aller de l'avant. Et donc c'est pour ça que je parle avec Norman, c'est pour ça que je l'ai invité aussi, parce que voilà, on est là ensemble. Et le truc c'est, déjà moi la première question que je vais lui poser, parce que ce sont des questions qu'on va se poser pour vous apporter de la valeur, pour vous amener aussi à réfléchir et à pouvoir vous développer en tant qu'homme, en tant que femme. Et c'est justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais comme métier aujourd'hui? Et est-ce que l'école a à voir avec quelque chose là-dedans? Déjà, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille un peu traditionnelle. Mhm. Le papa travaille, la maman élève les enfants et tient la maison, tient le ménage. Et mon père est dans la vente. Il est commercial, donc depuis tout petit, j'ai des souvenirs de lui. Je le vois partir, habillé en costume, rendez-vous client, travailler le soir après le dîner pour préparer, peaufiner ses présentations. Et j'ai vraiment vu l'excitation à certains moments de son job. Et je pense que ça m'a directement euh, je l'ai pris en exemple, de me dire voilà le métier idéal dans le quotidien, de pouvoir bien s'apprêter, de faire un métier qui est plutôt cérébral et pas fort technique ou mécanique, on va dire. Mhm. Donc j'ai des souvenirs de moi très jeune où ben déjà comme les bureaux étaient à la maison et ses employés aussi du coup, je faisais souvent le mercredi après-midi des petites genres de brocantes où j'amenais des objets à vendre, je mettais des prix, je préparais des papiers, Hmm. toutes ces choses-là. Donc depuis très petit, je sais que j'ai la vente qui coule dans mes veines. Et pour la question du rapport à l'école, en secondaire, je pense pas. Il n'y avait pas de lien vraiment. C'est des cours génériques, l'histoire, la géo, le français, les langues. Donc pas vraiment. J'ai fait les sciences sociales, donc pas du tout lié. Euh, mais par la suite, là où on s'est rencontrés d'ailleurs pendant le bachelier en Comex, Mhm. Ça veut dire commerce extérieur, pour ceux commerce qui ne savent pas. extérieur, import-export, ouais. Mhm. On apprend des concepts. Ouais. Tout ce qui est les cours avec V2V et des choses comme ça, donc les 4P, les analyses SWOT, euh, c'est pas du concret. On n'est pas prêt, je pense, à vraiment aborder comment faire du business ou comment générer des clients ou des prospects de manière pragmatique. Mais il y a vraiment toute cette partie concept, qu'est-ce que la vente, le besoin du client. Donc c'est assez important et ça m'a quand même ouvert beaucoup l'esprit pour vraiment pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de la vente. Maintenant, il n'y a rien de mieux que le terrain, l'expérience, Hmm. vraiment les choses directes. Nice. Ça, c'est vrai que c'est bon, ça. Hmm.
Et bon, maintenant, moi, par rapport à moi, ce qui m'a amené à faire ça, parce que c'est vrai que si c'est le premier podcast que vous écoutez et que vous avez jamais regardé mes chaînes YouTube, en fait, moi, c'est justement l'inverse. Je n'ai jamais eu d'exemple. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient importantes pour moi, en fait, ben, sont au paradis. C'est pour toutes les personnes qui croient à ce concept. Donc, j'ai jamais connu ma mère, j'ai jamais connu, enfin, j'ai grandi avec mon père. À mes 10 ans, il est décédé. Et en fait, à mes 18 ans, mon grand frère aussi, il est décédé. Donc, ce qui veut dire que j'ai grandi avec beaucoup de conscience, en fait, que la vie est très, très dure pour moi. Pour moi, à ma vision, à mon échelle. Il y a encore des petites parties que je ne dirais pas, mais on va dire que dû à tout ce que j'ai dû dépasser, et dû à la mentalité en fait que j'ai dû créer, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser les questions sur comment utiliser en fait ce qui me manque pour pouvoir moi-même grandir. Parce que on va dire que lorsqu'on s'est rencontrés, on faisait comme ex, mais j'utilisais ça en fait parce que j'avais lu le livre de développement personnel qui était basé sur le mentaliste. Je sais pas si tu connais le mentaliste. Non, je vois une série ou deux, mais ça s'arrête là. Voilà, t'as jamais vu la série de mentaliste? Euh, Brièvement. Ok. Dis-toi que le mentaliste, en fait, c'est un gars qui arrive avec la suggestion à faire un peu manipuler les gens, en fait, à leur faire faire tout ce qu'il veut. Ok. Donc, le gars, il est tellement hyper conscient de tout ce qu'il peut faire, il arrive à analyser les gens, à les comprendre, à leur faire faire ce que lui il veut. Et je me suis dit, cet aspect-là, Mhm. j'ai envie de devenir aussi un manipulateur. Non, non, pas un manipulateur comme ça, mais j'avais aussi envie de pouvoir avoir ce pouvoir de comprendre les autres parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait défaut. Et justement, c'est ça qui m'a permis en fait de faire le nécessaire pour me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont les métiers? Quelles sont les opportunités? Est-ce que j'ai envie de bouger? Et en fait, je me suis posé toutes ces questions-là et je me suis dit le meilleur moyen c'est d'avoir un bachelier ou quelque chose qui me permet justement d'aller de l'avant et qui me permettait de voyager. Je me suis dit ben tiens, le commerce extérieur. Mhm. Et en fait, le truc c'est qu'à cause du décès de mon frère à mes 18 ans, j'ai jamais fini mes secondaires, donc j'ai fait un test d'entrée pour passer Ok. directement en fait en bachelier. Mhm. Et donc, comme j'avais déjà les compétences, ça a été facile. Mais après, en fait, j'ai fait le bachelier, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais, en fait. Tu vois? D'accord. C'était... Intéressant, hein? Ouais, en fait, le truc, c'est que c'était beaucoup plus dans la vente, mais c'était tellement limité. Mhm. Tu vois, c'était limité, on pouvait faire de l'import-export, ok, mais j'avais l'impression que ça nous limitait dans un carcan, en fait, qui était le paradigme, tu vois, des professeurs, le paradigme belge, le paradigme de on doit faire de cette façon-là, Ouais. parce que c'est comme ça que les profs attendent. Je me rappelle qu'il y avait un concept en fait de vêtements à louer pour des femmes enceintes et pour les enfants. Tu vois, ce sont des vêtements qui sont disposables en fait. Mhm. Ça veut dire que tu les mets une, deux fois le temps que tu as des enfants et puis après tu les balances. Et même les concepts des vêtements pour des enfants, maintenant que je suis papa, ça coûte, tu Ouais, vois. ouais. Il y a Vinted, hein. Il y a Vinted. Mais imagine si tu pouvais louer en fait des vêtements, tu payais des abonnements et tu pouvais louer en fait des vêtements Ok. pour tes enfants et puis tu les échanges en fait en fonction de la manière dont ils grandissent, Mhm. garçons et filles. Cool. Et moi, j'ai été faire un stage là-bas et je me suis dit, mais c'est un concept qui est révolutionnaire, tu vois. Mais on m'a cassé la tête pour le stage. D'accord. T'imagines? Alors que c'est un Notre ami concept. Benamar ou... Je ne citerai pas de Pardon, nom. pardon, pardon. Big up, Big up, les bâtons big dans up. les roues. Non, c'était un bon. Mais tu vois, Un bon, ouais. c'est vraiment. Quand tu regardes en fait qu'il y a certains concepts que si tu rentres dans les normes de la société ou dans les normes de ce que tu attends, tu peux pas créer des choses de dingue en fait. Ouais, non, c'est sûr. C'est limitant. J'ai trouvé ça limitant à l'époque. J'ai quand même insisté et on me l'a quand même accordé. Et le truc, c'est que lorsque je vois en fait tout ça, je me suis vraiment posé la question, est-ce que en faisant mon bachelier, est-ce qu'en arrivant au bout, avec ce bachelier, avec ce diplôme, est-ce que je pourrais faire réellement ce que je veux? Est-ce que je pourrais vraiment me connecter avec beaucoup de personnes en fait? Parce que justement, de par mon vécu, du fait que j'ai été orphelin, du fait que les gens qui étaient importants pour moi, eh ben, ont rendu l'âme, j'avais ce besoin de me connecter en fait aux autres. Mhm. Et ça, je ne le retrouvais pas en fait dans le bachelier. Et au travers de tout ce que j'ai vécu, de comment j'ai compris comment dépasser tout ça et de pas finir, tu vois, comme un gars dans la rue, etc., ou comme un voyou, je me Clairement. suis dit, j'avais beaucoup de choses
à gagner en fait, et surtout que tu vois, quand on a les abonnements base à l'époque et tout, et on s'appelle pendant 20 ans, De base à base. de base à base, Mm. Ouais, ouais. eh ben tu vois, je faisais souvent, comment dire, le confident des gens, et franchement, j'avais cette facilité-là. Et le fait d'avoir toujours de bons conseils, mais surtout d'avoir de l'empathie, d'avoir ces qualités-là, à un moment, j'ai commencé à m'intéresser en faisant, tu vois, en mettant les pièces du puzzle. J'ai vu, tiens, si je rajoutais un peu ce que Patrick Jane il avait mis, si je rajoute un peu mon empathie, si je rajoute un peu mon expérience de vie, Mhm. comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle, en fait, peuvent m'amener à faire quelque chose qui peut m'aider à rendre le monde meilleur? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai compris que ma voie, ma vocation, c'était de devenir coach. Ok, ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, parfois on a, tu vois, le carcan de la société, de l'école qui nous pousse à suivre une certaine voie, à prendre un certain diplôme, que, allez, peu de personnes, en fait, arrivent à utiliser, à Mm. rentabiliser. Je veux dire, Clairement. j'ai été travailler au Grand Casino de Bruxelles, au centre-ville, et un des serveurs, un des barman, il avait un master en ingénieur biomédical. Comment tu peux te retrouver avec un master à travailler dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir en fait avec tes qualifications? Ouais, le marché, hein. Le marché de l'emploi, le profil, Mhm. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On fait des choses en fait en fonction de ce que la société peut-être nous propose ou de ce que les parents attendent de nous. Mais toi, par exemple, comment tu as su que malgré le fait que tu as toujours vu tout ça devant toi, que c'était la bonne voie pour toi? Je suis quand même passé par une étape pendant longtemps où j'étais aussi serveur, plutôt dans des restaurants quand même. Mais c'est la réalité du terrain de se dire, On a tous été serveurs de toute façon. ouais, clairement, bah, il faut payer le loyer, Faut payer le loyer. mais d'aller plus loin et de, euh, à contrario par rapport à toi, moi j'ai vraiment eu un exemple fort, charismatique d'éducation. Et je pense que ça m'a fort impacté dans ce sens-là. J'ai idéalisé ce métier et j'ai des compétences pour ça, des compétences d'écoute, d'assertivité. L'empathie, j'y travaille encore, mais j'en ai pas vraiment besoin pour faire de la vente. Pas trop. Il m'en faudrait plus Un peu plus. en 2024. Je vais prendre quelques heures de coaching si tu veux bien. Ah, vas-y, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Mais ouais, la facilité dans la communication, dans les relations humaines, c'est la base de la vente quand même. Donc, autant toi, tu as senti où tu étais fort pour l'empathie, conseiller les gens de par ton vécu et tu as trouvé ta voie, autant mes qualités à moi convergent toutes vers la vente, le fait d'être commercial et de trouver les besoins chez les gens et d'y répondre. La vente, c'est ça. Mhm. Il y a un besoin, proposition de valeur, négociation et échange commercial. Ouais, Pour moi, c'est comme ça la vente. Donc, c'est vraiment, il faut des capacités, des qualités assez basiques, mais il les faut quand même. ouais. Donc, ça s'est fait naturellement et je suis retourné à ce premier amour de la vente et je sens que je m'épanouis vraiment là-dedans. Je me développe de mois en mois, d'année en année. Donc, je me sens vraiment à ma place dans la société et je le dis souvent, que ce soit mon patron ou les gens que je rencontre, c'est hyper important de se sentir à sa place et d'avoir trouvé sa voie. Donc, bah, on peut être fier de ça quand même. C'est vrai. Mais justement, je sens qu'il y a, tu vois, tu as trouvé en fait ce que tu voulais faire, comme tu dis, tu parles de ta voix. Mais qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton métier, par exemple? Le plus inspirant pour moi, c'est le relationnel client. C'est de chercher à créer des relations long terme. Donc, un client commande et recommande et on peut s'appeler. Des fois, je suis en rendez-vous. Le rendez-vous dure 1 heure. On parle pendant 10 minutes de la commande et le reste, on chill entre humains. Hmm. On parle vraiment de la prochaine destination des vacances ou comment va la société, les affaires de leur côté ou du mien. Et on a dépassé ce côté transaction. C'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus gratifiant, où je m'y retrouve le plus, c'est de développer ce portefeuille client qui est vraiment devenu un réseau finalement, Hmm. où on se base sur recommandations, où des fois je peux appeler un client et lui dire, tiens, est-ce que tu aurais une société à me conseiller que je puisse appeler, où tu peux parler de mon service? Et c'est comme ça que ce réseau s'est créé finalement. Pour moi, ça c'est le meilleur.
c'est d'être reconnu pour ce qu'on fait dans son marché et que les connexions se font naturellement finalement. Nice. Mais c'est vrai que, tu vois, ce côté humain, comme tu dis, dans certains aspects, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, c'est la connexion les uns avec les autres, le fait de reconnaître aussi la valeur du travail qu'on accomplit, le fait de savoir que les efforts qu'on fait ne sont pas en vain. Mhm. Moi, ce qui m'inspire le plus en fait en tant que coach, c'est dû à mon vécu. À chaque fois que je vois quelqu'un en fait qui est capable de dépasser ses circonstances actuelles et de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend derrière, Mhm. ça me fait des frissons, réellement. Tu vois, je veux dire, je fais des séances qui sont interposées via Zoom, mais même le fait de voir derrière un écran quelqu'un qui a une prise de conscience comme ça, tu vois Il a son visage capté quoi, élevé. l'étincelle. Voilà, ben ça en fait c'est une onde de choc en fait que je reçois qui vient directement sur ma peau en fait, Mhm. tu vois. Et comme moi j'ai compris à quel point c'était difficile en fait de dépasser des circonstances. Pourquoi? Parce que t'as pas eu les bonnes cartes en main. T'as pas eu justement un père qui était là ou une mère qui était là. T'as pas eu des gens qui t'ont donné des encouragements. Mhm. T'as dû te construire. Ou bien même t'as tous les parents avec qui te donnent les bons exemples. Mais toi, en fait, ta perception de la vie, ben, tu la vois complètement différente. Incompris. Voilà. Et en fait, que vous le sachiez tous, vous qui écoutez, c'est pas ce qui vous arrive en fait qui est le plus dévastateur. C'est l'histoire que vous vous racontez derrière. Ça veut dire que je peux me dire, ouais, je suis Yannick, je viens du Congo, je suis orphelin, j'ai jamais connu ma mère, mon père il est mort à mes 18, enfin à mes 10 ans, mon grand frère il est mort quand j'avais 18 ans, j'ai grandi dans un environnement toxique. Quand je me suis retrouvé le plus seul, il y avait personne qui était là quasi. Mhm. Et même se retrouver seul en famille, mais se dire que je suis le seul de ma branche, voilà. Ce sont des choses en fait où tu peux te dire, cette histoire-là, si j'alimente le fait que je suis un malheureux, Mhm. je peux mal finir. Ouais, clairement. Mais si je me dis, en fait, c'est pas tout ce que la vie a pour moi. C'est pas si c'est ça en fait tout ce que la vie a à me réserver, à quoi bon? Ouais. Tu vois? Et je pense que ce qui inspire le plus, c'est de se dire, peu importe ce qui m'est arrivé, mais est-ce que j'ai arrêté ma vie à ça? Est-ce que ma vie en fait Me se résume? définit. Voilà. Ouais. Est-ce que ça se résume? Est-ce que ça se définit en fait à ce que j'ai vécu jusque-là? Alors que c'est que le passé et le futur, il est encore, tu vois, à accomplir. Clairement. Et tu vois, et c'est ça en fait qui moi m'inspire et ça, c'est pour ça que, allez, je me définis en tant que coach en résilience, parce que la résilience, c'est vraiment, tu ramasses, mais tu te prends des claques, tu prends le temps de guérir, Mhm. tu te relèves et tu vas de l'avant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le temps de se relever, mais jamais le temps de guérir, en fait. Maintenant, parenthèse, on, on s'est rencontrés en 2012-2013. Un truc comme ça, ouais. De prime abord, on peut jamais. Moi, j'aurais jamais pu croire que tu avais un cadre aussi lourd autour de toi. Parce que Ouais. tu étais hyper souriant, hyper chill. On a matché quasi instant. Ouais. Et c'est vraiment en discutant avec toi que j'ai mis aussi ces pièces de puzzle un peu en place. Mais de prime abord, on ne peut pas dire que. Déjà à l'époque, ce que je veux dire, c'est que tu avais déjà cette résilience en toi Mhm. de dire allez, je rentre dans un nouveau bâtiment, un nouveau chapitre ou n'importe quoi. Et te connaissant aujourd'hui, c'est vraiment pas ça qui t'a défini Mhm. dans la façon d'aborder des nouvelles rencontres et des choses comme ça. Donc, ce que tu te dis, tu l'as appliqué bien avant de prétendre pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Exact. Et même, je vais dire que ça a été déterminant dans le choix de dépasser tout ça. Mhm. Tu vois, parce que quand on voit qu'on a des manques quelque part, on peut se dire, ah mais j'y arrive pas. Tu vois, moi ma question c'est, est-ce que j'ai besoin d'y arriver ou pas en fait? Est-ce que ma vie va être meilleure si, par exemple, j'arrive à aller vers les autres? Parce que, comme tu dis, on s'est rencontrés il y a 12 13 ans, et en fait, à cette époque-là, j'avais mon appart tout seul, je faisais les cours du soir, Mhm. euh, je faisais des trucs un peu chelous pour travailler en journée, et donc j'avais jamais le temps, en fait, de pouvoir côtoyer des gens, j'avais jamais le temps de pouvoir passer du temps avec d'autres êtres humains, donc c'était pour moi, en fait, le fait d'être tout seul comme ça, Mhm. j'ai eu des années en fait où j'ai eu justement cette solitude-là. Et à partir d'un moment, ça commençait à me peser parce que, ok, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, je me suis dit, bon, quand même, faut que je sociabilise, faut que je. Ouais, Et en ouais, fait, clairement. c'est ça que je me suis dit, c'est j'ai besoin en fait de me connecter à d'autres êtres humains, j'ai besoin en fait de sortir, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes, j'ai besoin en fait de sortir du carcan,
dans lequel je me suis mis, parce qu'on se met tous dans des situations, et comme Mhm. on se met dans des situations, on a la capacité de sortir de ces situations, tu vois. Amen. Amen. Et donc voilà, et comme j'ai dit, justement pour moi, le fait de me connecter aux gens, et je pense pour toi aussi, mais là j'ai envie qu'on parle de quelque chose qui va intéresser beaucoup de personnes, et c'est un exercice que je t'ai fait faire avant qu'on fasse le Ouais, ouais. podcast. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai dû quand même plancher parce que la question m'a interpellé. Ouais, C'est vraiment une question intéressante et je pense que tout le monde devrait le faire finalement. vraiment. Et ça, j'ai des exemples en coaching de personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions importantes dans leur vie, qui font cet exercice et qui se disent en fait tout prend sens. Cet exercice, c'est simple, c'est quelles sont vos valeurs principales? Quelles sont tes 5 voire 10 valeurs principales? Et après, ben, tu les classes dans l'ordre. Mhm. Et moi, je t'avais demandé en fait, quelles sont à toi, Norman, tes valeurs principales? Mais tu m'as challengé parce que toi tu m'as dit 5. Ouais. Et quand je l'ai fait, parce que Mhm. je l'ai pris à cœur directement, parce que c'était hyper pertinent comme question, après tu me balances une liste de valeurs à rallonge, et je me suis dit non, 300 valeurs. je dois rester sur mon choix naturel, ce qui m'est venu. Mhm. Et bah, finalement, je pense que ça m'a bien résumé en les relisant et en les re-relisant. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un exercice intéressant. Mhm. Donc, j'ai quand même pris des notes. Ah. Euh, pour donc les valeurs les plus importantes, selon moi, elles sont quasiment dans l'ordre. Je vais les nommer. C'est l'authenticité, la loyauté, Mhm. le fait d'être pragmatique, assertif et persévérant. Pour moi, c'est vraiment ça qui définit un peu mon chemin aussi. Mhm. Parce que si j'avais manqué de l'un ou de l'autre, je pense pas que je serais où j'en suis aujourd'hui. Donc tout est un peu lié dans ces valeurs-là, mais elles résonnent beaucoup plus en moi depuis que je les ai mis sur papier ou sur note. Mhm. Euh, donc bon exercice. Faites-le chez vous, Mhm. vraiment. Et aussi, ce qui est important dans cet exercice, c'est parce que quand on regarde la liste, on se dit, ah mais tiens, cette valeur, j'y avais pas pensé. Et en fait, ce que je t'avais demandé en plus de faire, c'était de trouver le sens Mhm, de ce que signifie cette valeur. clairement. Parce qu'en fait, par exemple, le respect, tout le monde dit, ouais, le respect, c'est une super valeur. Moi, je vais mettre respect dans une de mes valeurs Mhm, prioritaires. Et moi, en fait, quand on regarde ce que ça veut dire le respect, c'est accorder de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose, mais en fonction de ta perception de la valeur de cette chose ou de cette personne. Ça veut dire que si tu te comportes mal, si tu ne prends pas soin de toi, si tu fais des choses qui sont inappropriées, les gens ne vont pas te respecter. Pourquoi? Parce qu'ils vont associer en fait tes actes, la valeur de tes actes à la valeur de ta personne. mhm. C'est pour ça que dire que oui, tout le monde mérite le respect, mais en fait, tout le monde mérite le respect qu'il se donne. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis dans tous mes coachings, et je parle des vidéos sur les valeurs, je dis, si tu dois définir une valeur qui est importante pour toi, apprends déjà à savoir ce que c'est. Comme par exemple, beaucoup de personnes disent la persévérance. Pour toi, c'est quoi la persévérance? Parce que pour moi, une de mes valeurs importantes, c'est la résilience. Comme ça, toi, tu vas dire ce que c'est, et moi, je vais dire ce que c'est. Comme ça, vous allez comprendre la différence entre les deux, parce qu'il y a des nuances. Pour moi, la persévérance, elle est liée au fait d'avoir un plan d'action et de constamment ne pas s'en éloigner Mhm, et de refaire de manière mécanique quasiment les mêmes choses, les mêmes actions et de se tenir à son plan. mhm, D'être persévérant, c'est de se dire, allez, je vais prendre un exemple vraiment concret. Dans la vente, il faut faire du cold calling. Passer des appels et des appels et des appels et encore des appels. ce sont des appels à des personnes que tu ne connais ni Nadan ni Ni Dev. d'Adam Ni ni d'Adam d'Ève, ni ils Adam ne ni te Dev. connaissent pas. Mhm, Tu les appelles. C'est des appels à froid. C'est vraiment, tu appelles pour proposer ton service et idéalement, la prospection téléphonique amène de la prise de rendez-vous mhm, physique pour rencontrer les gens ou en visio aujourd'hui. Si tu n'es pas persévérant dans la prospection téléphonique, tu n'y arriveras jamais, hein, à décrocher des rendez-vous, à remplir ton agenda et à te créer ton réseau ou ton portefeuille client. La persévérance, c'est de se dire, au 20e appel, il y en a 10 qui m'ont raccroché au nez, 5 qui ne m'intéressent pas, 5, j'ai un nom, ils sont pas là, ok. Typiquement, la persévérance, c'est de se dire, c'est au 21e appel qu'il va se passer quelque chose.
si c'est pas au 21e, c'est au 25e. Mais c'est de pas s'arrêter et de vraiment se tenir à son plan et à ses objectifs. Mhm. Être persévérant, c'est faire abstraction des non, des oui, peut-être, vous me dérangez, je suis pas intéressé. Moi, dans mon métier, par exemple, je représente telle société, je vends des vêtements de travail, mais vous savez, mes hommes sont déjà habillés. Mais madame, vos hommes sont pas tout nus en attendant que je prenne mon téléphone pour vous appeler. Le but de mon appel, c'est de remettre en perspective, de mettre votre fournisseur en concurrence, le marché est ouvert, mais de poser des questions. La persévérance, c'est de continuer à creuser avec le client et lui faire comprendre qu'il y a une valeur derrière le service ou le produit qu'on fait, quoi. Mhm. La persévérance, c'est ça, dans notre travail en tout cas. Et moi, justement, comme ça, en comparaison avec ce que je fais, pour moi, la résilience, telle que je l'amène, c'est aussi, il y a aussi cet aspect de persévérance, cet aspect de se dire, ok, j'ai du mal à avoir confiance en moi. Ben, au lieu d'arrêter ou au lieu de me dire, je vais aller de l'avant, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer de refaire les mêmes choses, en fait, c'est que je vais prendre le temps de me poser, je vais prendre le temps de savoir l'histoire que je me raconte, je vais Mhm, prendre le temps de savoir pourquoi c'est important pour moi de passer à l'action, je vais prendre le temps de me dire, mais pourquoi est-ce que ça me blesse, et de remettre les choses en perspective pour pouvoir, en fait, me poser, prendre soin de moi, et en fait rechanger la manière dont j'aborde les choses pour avoir plus de force lorsque je vais passer à l'action. mhm, Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va avoir du mal en fait avec le regard des autres, avec le refus, avec le fait de recevoir des noms, va se ressentir rejeté. ou Tu le vois? prendre personnellement, quoi. Et le prendre personnellement. Mais en fait, justement, pour persévérer, tu as aussi besoin de cette résilience, de te remettre en question et de rechanger l'histoire en te Ouais. disant, en fait, le non, c'est pas moi qu'on rejette. Le non, c'est juste un refus. Le refus et le nom qu'on me donne n'a rien à voir à faire avec mon identité, à moi Yannick ou à moi Norman en fait. Mhm, Le nom n'est pas moi, le nom est quelque chose qu'on me dit. Donc j'arrête de me raconter une histoire et d'associer en fait le refus à mon identité et me focaliser en fait sur comment est-ce que je peux faire pour dépasser ça, pour aller de l'avant et pour créer justement en fait la situation idéale que j'ai envie de créer. Et c'est pour ça que quand on parle de persévérance et de résilience, il y a parfois des gens en fait qui font l'amalgame ou qui mélangent un peu des deux. Alors que oui, il y a de la complémentarité, mais ouais. dans le processus, comme toi tu l'as dit, c'est une stratégie à mettre en place et plus tu restes dans cette stratégie, plus tu continues à t'aligner avec cette stratégie, plus tu vas être certain d'avoir ce résultat. Tandis que la résilience, c'est de savoir en fait quelle est l'histoire que tu te racontes, que tu changes et comment tu te mets dans les conditions nécessaires pour pouvoir dépasser en fait les circonstances pour pouvoir aller de l'avant. Mhm. Ça fait sens. Et ouais, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je propose toujours aux gens, je leur dis toujours, regarde tes valeurs. Regarde en fait à quel point c'est important parce que pour moi, par exemple, une de mes valeurs, ma plus haute valeur en fait, c'est l'accomplissement. Ok. Et il faut que tout le monde sache pourquoi c'est important de classer ces valeurs en fait en ordre d'importance. Ça veut dire que toutes tes valeurs les plus basses en fait vont nourrir ta valeur la plus haute. Si ta valeur la plus haute elle est arrivée, ça veut dire que toutes les valeurs en dessous Sont accomplis. sont accomplies. Comme la pyramide de Maslow. Exactement. Ça veut dire que si pour moi l'accomplissement c'est quelque chose d'important, mais dans l'accomplissement je vais avoir l'épanouissement, je vais avoir le respect, je vais avoir la famille, je vais avoir la sexualité, je vais avoir justement l'abondance, je vais avoir le partage, je vais avoir la connexion humaine, tout ça en fait. Tout ça pourquoi? Parce que je suis accompli, parce que j'ai une famille, parce que je lance mon business, parce que j'ai l'abondance, parce que je me sens bien, parce que j'ai l'affection et l'amour de ma femme, de mes enfants, Mm. j'ai l'amitié aussi, les gens qui sont importants pour moi. Et en fait, quand tu arrives à te dire, ok, toutes mes valeurs les plus basses, c'est ça, au lieu de me focaliser directement sur la valeur la plus haute, regardons où est-ce qu'on en est en fait. Je regarde où est-ce que j'en suis et de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant pour me sentir bien. J'aurais peut-être pas besoin d'avoir 1 million sur mon compte maintenant. Non, 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 non. Mais avant de penser à me sentir accompli, qu'est-ce que je dois travailler? Exactement. Quelles sont les premières choses que je peux mettre en place pour déjà me sentir bien en fait dans mon quotidien? Parce que quand je ferai ça, ça va me permettre en fait d'aller beaucoup plus haut dans mes besoins, ça va me permettre d'aller beaucoup plus haut dans mes valeurs, ça va me permettre de me sentir beaucoup mieux en fait dans ma propre vie. Mhm. Et c'est ça qui est important. Je Clairement. je sais pas si toi t'as ressenti aussi ça quand t'as fait l'exercice. À part si tu les as pas classés. Je les ai classés, mais pour moi, ils sont quand même fort liés.
Mais dans ce que moi j'ai retenu à chaud, vraiment, c'est que ça m'a remis en confiance avec moi-même. Parce que j'ai fait ça vraiment assez brut. Je suis très instinctif, très dans Mhm. l'action. Donc, tu m'as envoyé ça et 5 minutes après, c'était fait. Ouais. Parce que j'aime bien mes premières pensées en réalité. Je me fais vraiment confiance et j'aime bien être d'accord avec ce que je pense directement à chaud. Et quand j'ai relu ça et relu, je me suis dit, ouais, je suis en phase avec moi-même en fait. Et je comprends pourquoi euh, je réussis au travail ou autre. On peut reprendre la loyauté par exemple, où vraiment pour moi c'est une valeur forte de se dire, il y a l'amour des proches, mais il y a le fait d'être loyal envers un ami ou un employeur ou n'importe quoi, un coach dans le sport ou un mentor ou un coach. Ou un barbeur. Exactement, très fidèle à mon coiffeur. Big up à Damien, ça fait hyper longtemps. Donc Ah, pour un homme, le barbeur, c'est la vie, hein. c'est la base, C'est la base. c'est la base. Mais je me suis vraiment senti ouais, en paix avec moi-même, de me dire, allez, je suis en phase avec ce que je ressens et c'est plutôt positif, quoi. Ouais, c'est vrai que ça te permet de regarder et te dire, en fait, je suis cohérent avec moi-même. Exactement. Et en fait, si tu ne l'as pas encore fait, ça te permet de te dire, en fait, voilà comment je fonctionne. C'est un état des lieux de toi-même, quoi. Voilà. Et tu peux te rendre compte, avec le recul ou en dormant dessus, ok, j'ai des points à améliorer. Hmm. Idéalement, je voudrais que mes valeurs soient celles-là, celles-là. Ok, j'ai du taf, quoi. Où je dois me remettre en question, où je dois vraiment aller chercher plus loin, ou vivre de nouvelles expériences, mais comme tu dis, de monter cette pyramide pour atteindre l'objectif, quoi. De ouf. Tu sais, parce que j'ai parlé de la valeur famille et tout. Et Mais toi, t'étais vite chaud, hein. Déjà en 2014 ou quoi, tu me disais, moi, je veux des enfants, je veux une femme. Et on s'est pas vu pendant quelques temps. Pouf un, pouf 2, pouf 3. ouais, ouais, c'est un compte à rebours, l'âge de mes enfants. Mais en plus, c'était même pas dans ce sens-là que je voulais faire les choses, parce que je voulais d'abord faire les choses autrement. Mais ça va venir avec. Je vais faire la transition avec ça, justement. C'est parce que j'avais vu le film, je sais pas, je vous invite à voir le film de Lamborghini. J'ai vu le film Mhm. de l'homme qui a inventé les Lamborghini, en fait, de base. C'était un fermier et en fait, il a passé toute sa vie à vouloir construire le meilleur moteur pour pouvoir faire concurrence en fait à Ferrari et pour pouvoir le dépasser et donc pour pouvoir créer une voiture de luxe qui se démarque des autres. Et le gars, il a tellement passé de temps en fait à vouloir créer sa propre marque, qui est une marque dont beaucoup de Iconique, hein. personnes rêvent, c'est iconique à l'heure actuelle. Et en fait, à un moment, il a délaissé sa famille en fait. Et il y a sa femme qui a mis son fils au monde, mais elle est morte en fait pendant l'accouchement. Mm. Et son enfant en fait a grandi avec sa nouvelle femme, qui était un peu, voilà, c'était enfin c'était celle, comment dire, son meilleur pote et son associé, quand ils ont commencé, étaient amoureux d'elle. Mais en fait, elle n'était pas intéressée par son associé. Et lui, comme il était en deuil, il lui a dit, vas-y, s'il te plaît, barre-toi, parce que si tu t'assieds près de moi, je vais pas avoir la force de te repousser. Mhm. Et elle a dit, ouais, mais moi, je suis pas intéressé par ton pote. Et en fait, il s'est mis avec elle. Mais ce qu'il lui a dit, c'est, en fait, si tu te mets avec moi, j'aurais pas, en fait, je vais pas te donner ce dont tu auras envie. Je vais pas te donner l'amour que tu recherches. Et j'ai pas envie que tu aies de la rancune, en fait, envers moi à cause de ça. Elle a dit, non, j'aurai jamais de rancune, en fait, envers toi à cause de ça. Et le moment dont je te parle, c'est le moment, en fait, où il est encore en train de draguer une énième miss en train de lui montrer un projet et t'as Ouais, sa les femme hommes. et son fils. Ouais, vraiment, Mhm. les taureaux. Je Mhm. sais pas, c'était son signe. Et tu vois. Et en fait, le truc, c'est que sa femme, sa femme et son fils l'ont vu et elle lui dit, en fait, faut que ça cesse, c'est fini tout ça. Et il lui a dit, tu vois, je t'avais dit que t'allais plus m'aimer. Elle a dit, non, c'est pas que je ne t'aime plus, c'est que là, je te plains, j'ai même presque pitié de toi. Et en fait, je te laisse comme ça, c'est bon, on peut se séparer. Et le gars, il a dit, ouais, mais et mon fils? Il a Il a- besoin d'elle. Ouais, il a besoin d'elle. Mais la punchline, tu vois, elle a dit, tu vas lui enlever la seule mère qu'il n'a jamais eue. Mm. Et le gars, il a dit, ouais, mais c'est mon fils. Et elle lui a répondu,
Eh bien, vas-y, dis-le. Si tu l'as en toi, dis-moi cette phrase. Et le gars, il a rien dit. Un taureau, quoi. Le gars, il a rien dit. La phrase qu'elle attendait, c'était je veux récupérer mon fils, je veux passer du temps avec mon fils. Mais comme c'était pas dans ses valeurs, Mm. parce que pour lui, en fait, il avait vécu et son vécu et comment dire, la mort de sa femme a pris une des meilleures parties de lui. Le gars, les valeurs familiales, en fait, n'avaient plus aucun sens pour lui. Mhm. Donc tout ce qu'il a accompli, c'était pas pour sa famille, c'était pour lui, sa satisfaction personnelle. Mais dans ses valeurs, la famille n'existait pas. Donc le gars, il a passé tout son temps en fait à délaisser son fils. Et au moment où on lui a dit, eh ben voilà, tu veux que ton fils il reste avec toi, eh ben t'as juste à me dire que tu veux le prendre en fait. Et le gars, non, Non. non. C'est chaud, hein. C'est assez chaud, ouais. Et justement, tu vois, pour rebondir sur cette question, et comme ça fait sens, c'est à quel point est-ce que l'accomplissement personnel, tu vois, ou ton accomplissement en tant qu'homme, c'est important pour toi, même par rapport à ces valeurs-là. C'est, c'est une question difficile, mais c'est de se dire qu'on est en phase avec ses émotions, ses idées, qu'on s'est fixé un plan ou un objectif de vie et on a réussi à mener sa petite barque finalement. Je pense que c'est hyper important pour la paix de l'esprit et puis aussi pour les relations humaines autour de toi. Mhm, Si tu as réussi et que tu as atteint tes objectifs, professionnels ou autres, encore une fois, tu as le respect de tes pairs, où tu es reconnu pour tes capacités à faire telle ou telle chose. Et il y a quand même aussi une valeur ajoutée là-dedans, de pouvoir transmettre son savoir ou d'être un référent, une référence dans tel ou tel domaine. mhm. Je pense que c'est l'accomplissement est lié à ça aussi. C'est la reconnaissance des autres. C'est pas le besoin primaire, mais le fait d'avoir réussi, tu as quand même une légitimité dans ce que tu fais. C'est comme si un jour, et je te le souhaite, tu deviens un coach reconnu de type européen ou des grands salons, des grandes présentations. Tout le monde t'attend pour t'écouter. C'est un accomplissement. Bien sûr. Et le fait de pouvoir multiplier, partager ton savoir, c'est un bel accomplissement. Oui. Donc, c'est hyper important de se sentir accompli pour soi, mais aussi vis-à-vis des autres dans la société et d'être reconnu en tant que tel. Ouais. De contribuer en fait. Exactement, d'avoir pu faire quelque chose. C'est comme moi à mon niveau, de nouveau dans le métier du textile. J'essaye vraiment de faire tendre les gens vers du recyclé, du recyclable. Donc, pour aussi apporter quelque chose, c'est une industrie assez polluante sur la Terre. Mhm. Les eaux usées, le jet des encres pour teindre les vêtements, etc. Donc, favoriser les circuits courts et des choses comme ça. Et je pense que dans les années à venir, je vais vraiment taper sur le clou vis-à-vis des clients, de dire arrêtez d'acheter ces rêves qui viennent du Bangladesh et apprenez portugais ou payez un peu plus, quoi. Ouais. La marge n'est pas pour moi, la marge est pour la planète en fait. Donc, Ça mais c'est c'est vrai. ça c'est une sale punchline. La Ouais, marge mais n'est pas pour moi, elle est pour la planète. c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mhm. Il faut faire son effort et tout le monde doit s'y mettre, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Donc je pense que l'accomplissement, c'est un peu de là aussi. C'est trouver son chemin et s'y tenir, quoi. Mhm. Ouais, même ton téléphone il a validé. Bien sûr. Non, c'est vrai. Et c'était ça aussi parce que je pense qu'en tant qu'homme, notre valeur aussi, la manière dont on contribue, c'est très important parce que, comme tu dis, toi, tu as eu un père qui a été là, qui a montré l'exemple. Et je pense aussi que pour moi, l'accomplissement, en fait, c'est le meilleur moyen d'incarner ce qui est important pour nous, mais aussi c'est d'incarner, en fait, ce qui est important et ce qu'on transmet. Parce que la transmission aussi, on a oublié, en fait, le rôle que c'était, en fait, la transmission. Mhm. Toi, tu as eu cette chance-là de pouvoir avoir en fait cette transmission parce que tu avais un exemple devant toi qui t'a transmis énormément de choses. Et pour moi aussi, je trouve que beaucoup d'hommes à l'heure actuelle n'ont pas en fait ce devoir de transmission. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en couple, qui se séparent, il y a des personnes qui ne savent pas forcément où est-ce qu'ils veulent aller. Je vois énormément de personnes qui ont un potentiel de dingue en fait, qui le gâchent parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Et Mais c'est une génération bizarre.
On est un peu à l'ancienne, en dessous de 90, 89, Ouais, 80. ouais, c'est vrai quand même que... Mais moi, j'assume, je revendique parce que je suis de la vieille école. Mhm. Je suis pas le trop vieux d'école, mais je suis quand même rattaché bien avant les années 2000, quoi. Donc, j'ai vu encore des belles choses en étant enfant, quoi. Mais je pense que la génération aujourd'hui, c'est le fast-food, tout le monde se remplace. C'est cassé, je rachète. Et Fast, fast, fast. tout fast. Et donc, du coup, on n'a plus le temps de se projeter dans ce qu'on veut et de poser son esprit et de construire son propre personnage. Les gens ont oublié que la vie était un jeu vidéo à ciel ouvert et que, ok, tu commences au niveau zéro, comme Carl Johnson dans San Andreas. Tu peux aller à la salle et faire ton physique, tu peux aller là et faire ton argent et te construire toi-même. Mhm. Si tu n'arriveras jamais à battre le boss du niveau final si tu n'es pas passé par toutes ces étapes. Et les gens aujourd'hui, ils veulent le boss final et ils tombent très vite, quoi. Mhm. Non, c'est vrai. Donc il n'y a pas cette valeur de l'accomplissement parce que les gens ne veulent pas mettre l'effort dans le travail. En fait, je pense que même à force d'avoir tout accessible facilement, Mhm. on en oublie en fait comment se développer et comment arriver à faire d'autres choses. Ça veut dire que en fait, dans un univers ou dans un monde dans lequel tout est tellement accessible, l'information est tellement accessible, là maintenant, à l'heure qu'il y est, tu vois, on se dit, tiens, comment ça se fait qu'on a autant de problèmes et qu'il y a encore plus de problèmes maintenant, alors que tu peux regarder sur YouTube pour trouver les solutions, tu peux regarder sur Google, et nous-mêmes, à l'époque où on était ados, on n'avait même pas, en On fait, n'avait même pas on n'avait même pas ça. Et aujourd'hui, tu peux demander aux intelligences artificielles de te créer des projets, de faire tout, en fait, des plans d'action, des tout, automatisé. Et tout. je me dis, à l'heure où tout est aussi facile, tout est aussi accessible, comment ça se fait qu'on a encore plus de problèmes alors que on a beaucoup plus de moyens de trouver des solutions? De nouveau, c'est lié, je pense, au fait que la- ils ont très bien réussi leur jeu, les réseaux sociaux et les choses comme ça. C'est la capacité de concentration des gens. Mhm. Euh, Avec les réels et les clips le plus court possible, les gens passent vite à autre chose. Ouais. Ils savent plus s'asseoir devant un problème et de nouveau être persévérant et recommencer, recommencer et apprécier l'échec. Apprécier de se tromper, de se planter, d'avoir un éclair, de comprendre quelque chose que tu peux pas comprendre si tu te plantes pas en fait. Et c'est dommage de ne plus accorder autant de valeur à l'échec Ouais. parce que c'est dans l'échec que tu vas comprendre. En fait, l'échec, c'est le processus de la réussite. Exactement. La réussite n'est pas atteignable sans l'échec ou sans les longues soirées ou sans se creuser la tête, quoi. Et en fait, la réussite, je dirais même plus la réussite, c'est d'avoir eu tellement d'échecs que tu comprends comment les éviter. Tu les vois arriver. Voilà. Aikido, tu les esquives. Mhm. Et du fait que la nouvelle génération, les plus jeunes, n'apprécient pas l'échec ou n'ont pas ce rapport à l'échec, ils sont pas prêts et ils sont jamais prêts. Mhm. Et donc, ça tourne autour de tout. Ça peut être dévié dans toutes les catégories, mais ils veulent pas de famille, ils veulent pas d'enfants. Tu le dis toi-même, on cherche plus à transmettre un message ou des valeurs ou n'importe quoi, Ouais. parce qu'ils ont même pas pris le temps pour eux-mêmes de créer leurs propres valeurs. En fait, je pense même que au-delà de l'échec, je pense que le manque de difficulté, Mhm. tu vois, c'est en fait tout est tellement facile que ça ne te permet pas d'évoluer. Tu parles de perso, de GTA, etc. Moi, par exemple, je regarde parce que j'ai énormément joué aux jeux vidéo et les jeux vidéo, ça m'a énormément appris. Lorsque tu commences avec un certain personnage et que tu fais des choses faciles, tu prends de l'expérience et tu deviens plus fort. Mhm. Mais si tu fais tout le temps les choses faciles, ton personnage va avoir du mal à évoluer et Ils tu vas stagnent. mettre des années avant de le faire évoluer. Mhm. Pour faire évoluer ton personnage, tu dois le faire accomplir des choses plus difficiles en fait. Bien sûr. Et dans une ère où tout est facile, c'est important d'aller en fait vers cette difficulté. Et moi, les jeux vidéo m'ont vraiment appris ce truc-là, de me dire, ok, là tu as un niveau de difficulté, il est facile. Ok, maintenant tu augmentes. Maintenant tu augmentes. Ah ok, tu as du mal en fait à faire ça. Ben tiens, tu passes à autre chose, tu fais une nouvelle stratégie. Tu commences à développer d'autres choses, d'autres compétences. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est se confronter à d'autres personnes. Tu Mhm. vois? Voir en fait qu'il y a d'autres personnes qui font des choses et qui sont peut-être meilleures que toi et de voir en fait que tu as à apprendre des autres et de communiquer et d'échanger en fait avec ça.
Mais j'ai l'impression que même dans les relations, même dans les amitiés, ces choses-là, en fait, se perdent. La valeur humaine, elle est plus derrière un écran que derrière, en fait, quelque chose de, tu vois, de fictif, enfin, de réel, de tangible, de chaleureux. Ouais, bien sûr. Mais je pense que il faut remettre la résilience au centre du sujet, Mhm. simplement, et mettre les gens devant leur fait accompli, et de leur dire il y a des solutions, il y a un chemin, il y a des choses à faire. Et je pense que c'est important d'avoir des discussions comme ça pour justement ne pas faire que le constat, mais ok, il y a un constat, mais de proposer quelque chose après, De faire des stratégies, de mettre les choses en place. de mettre un plan en musique et de suivre son plan et de le faire encore et encore. Ouais, Et de le changer, de le peaufiner, mais au moins d'avoir un objectif smart devant eux, quoi. exact. Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est important de remettre cette résilience parce que j'adore, allez, cette citation que j'aime bien dire. Peu importe ton vécu, c'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Mhm. J'en suis l'exemple. Il y a des gens encore plus hardcore que moi, comme des Eric Thomas, qui eux ont grandi en mangeant enfin en mangeant dans les poubelles quasi, tu vois, Mhm. pour se nourrir pendant qu'ils étaient adolescents et qui finissent en fait speaker de motivation numéro un. T'as des gens comme David Goggins aussi, qui est un gars qui a fait l'armée. Le gars, il a grandi dans la ville où il y avait le Ku Klux Klan. En Je- surpoids, je pense aussi. Ah, il est devenu en surpoids, il était illettré. Le gars, il a fait ses études en ne sachant pas lire. Et après, on a découvert qu'il savait pas lire. Le gars, il mettait 6 mois pour apprendre quelque chose que quelqu'un mettait 2 semaines à apprendre. Vraiment, ce sont des histoires comme ça, en fait, qui me prouvent que je peux me remettre, en fait, En perspective. en perspective Mhm. et en question en me disant, en fait, est-ce que ce que j'ai vécu, c'est vraiment si difficile que ça? Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir cette conscience de me dire, je veux plus, je mérite plus, la vie a plus à m'offrir. Et pas dans la facilité, mais dans l'accomplissement, dans la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, dans la satisfaction d'avoir vu en fait que on peut dépasser certains obstacles, qu'on peut dépasser notre vécu, qu'on peut dépasser en fait les difficultés qui sont devant nous et avoir exactement ce qu'on se bat pour avoir. Et ça, c'est toujours quelque chose que tout le monde doit garder vraiment dans sa conscience, dans son cœur, dans sa tête. C'est on peut avoir tout si on y met le prix, si on trouve la stratégie, parce que ça va nous demander un prix. Tout ce qu'on veut va nous demander un prix. Ça va nous demander de la patience, ça va nous demander de la persévérance, ça va nous demander de la résilience, Mhm. ça va nous demander de la stratégie, ça va nous demander en fait de devoir s'ouvrir et de se remettre en question, mais de travailler sur soi. Et plus on travaille sur soi-même, plus on grandit et plus on a en fait ce qui est équivalent à ce qu'on pense pouvoir recevoir. Aussi simple que ça. On reçoit que ce qu'on pense qu'on est capable de recevoir en fait. Si tu penses que tu es limité à un certain niveau, ben commence à vouloir avoir plus et Mhm. tu verras que tu auras plus. Clairement. Ça, c'est sûr. J'ai vu ça pour moi avec cette année au niveau du boulot. J'ai commencé à chercher des clients plus gros, des tailles d'entreprise plus grosses, du fait de l'expérience. Tu te dis, si je peux le faire pour 15, je peux le faire pour 50, je peux le faire pour 100, en fait, finalement. Et il faut pas avoir peur. Il faut se lancer et assumer derrière, avoir des solutions de rechange et être honnête avec soi-même et avec les gens. Mm. Je pense que l'honnêteté intellectuelle de dire j'ai un souci, j'ai un retard, j'ai un problème, prendre son téléphone, il faut aller plus loin, il faut aller chercher, quoi. Ouais. Donc, Les solutions sont partout. elles sont surtout à l'intérieur des gens, Mhm. ça c'est clair. Ouais. Donc, si toi tu penses que tu l'as pas, demande à ton prochain ou entoure-toi de bonnes personnes et voilà. Et regarde le podcast, écoute le podcast, Exactement. partage le podcast. Bonne idée. Bonne idée, Partagez le podcast. partagez le podcast. Mais je pense on est pris par le temps, tout doucement. Non, je pense qu'on touche à sa fin. Je ne sais pas si tu as un mot à dire, un dernier mot. C'était une bonne conversation. Moi, je conseille aux gens de travailler sur leurs valeurs, leur top 5. Mhm. C'était un bon exercice. Je dirais même le top 10. Ouais, élargissez parce que 5 c'est chaud. Mhm. Le top 10. Mais ouais, posez vos 10 valeurs et essayez de monter la pyramide. Voilà, classez-les dans l'ordre et vous allez voir en fait que ça va faire une carte comportementale de tout ce qui est important. Le jour où vous aurez une décision qui est importante à prendre, regardez juste avec vos valeurs et la décision viendra toute seule.
Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Et merci à toi, Norman, justement, d'avoir Avec participé. plaisir, quand tu veux, Mhm. Bah, toujours là. On a des choses de prévues pour la suite, donc voilà. Et comme j'aime bien le dire, à la semaine prochaine.